Vie, prospérité, santé. Ça faisait un moment que j'avais envie de refaire une nouvelle visite virtuelle d'un monument antique égyptien. Mais il me manquait un modèle virtuel assez détaillé et immersif pour que ça ait l'air d'une vraie visite. Mais j'ai fini par le trouver. Allez, c'est parti. Nous allons donc effectuer cette visite virtuelle en utilisant le jeu Assassin's Creed Origins. Donc c'est un jeu, pour ceux qui l'ignoreraient, qui a été édité par Ubisoft. Il est sorti fin 2017 et il se déroule en Égypte ancienne, au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée XIII et Cléopâtre. Alors avant de commencer, ça me semble évident, mais je vais signaler quand même que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Ubisoft, faut être réaliste. C'est une chaîne sur laquelle j'ai moins de 400 abonnés, donc ces vidéos sont même pas monétisées, donc ça me semblait évident, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Je dis moins de 400 abonnés, mais ceci dit, je voudrais vraiment remercier les gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui commencent à commenter, à poser des questions dans les commentaires des vidéos. Ça me fait énormément plaisir, donc si vous avez la moindre question ou la moindre suggestion, n'hésitez pas à les faire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Mais commençons la visite proprement dite avec le site de Deir el-Bahari. Alors il se situe sur la rive occidentale du Nil, juste en face de la ville moderne de Luxor, qui est l'ancienne ville de Thèbes, capitale du nouvel empire égyptien. Et il se situe entre la ville de Thèbes, le Nil et la vallée des rois. Deir el-Bahari signifie en arabe le couvent de la mer. Ça rappelle la présence d'un couvent copte à cet emplacement. Et il est situé à flanc de falaise dans une espèce d'amphithéâtre naturel et comporte plusieurs temples datant de différentes époques. Alors il y a trois grands édifices, deux édifices principaux et un édifice secondaire qu'on peut observer aujourd'hui. Il y a tout d'abord le temple funéraire de Mentuhotep II, pharaon de la 11e dynastie au Moyen Empire. Ensuite, le temple le plus connu, c'est le temple des millions d'années de la reine pharaon Hatshepsut de la 18e dynastie au Nouvel Empire. Et entre ces deux temples, il y a un temple plus petit qui est le temple de Thoutmôsis III, co-régent et successeur d'Hatshepsut, lui aussi de la 18e dynastie. Commençons d'abord par le temple funéraire de Mentuhotep II qui fut construit sur le site de Deir el-Bahari vers moins 2050. Et c'est effectivement un temple funéraire dans le sens où il contient la tombe du pharaon. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Mentuhotep II, il y a un grand retour des complexes pyramidiaux comme on en a eu à l'Ancien Empire avec Saqqara, avec Gizeh. Et à la 11e dynastie, certains pharaons se refont construire et se font enterrer dans des pyramides, reprenant ainsi la mode de leurs glorieux ancêtres. Mais Mentuhotep II ne va pas faire construire une pyramide, il va se faire construire un temple funéraire. Mais cependant, il reprend les schémas des complexes pyramidiaux avec un temple bas, c'est-à-dire un temple qui est situé en bordure du Nil, qui est aujourd'hui totalement caché par les constructions modernes et les zones agricoles. De ce temple bas part une très longue allée de plus de 1 km qui la relie au temple haut, qui est d'habitude adossé directement à la pyramide ou dans ce cas-ci à la tombe du pharaon. Et c'est ce temple haut que nous pouvons visiter aujourd'hui. Alors ce temple, il est aujourd'hui complètement détruit, ne subsiste que quelques vestiges, les fondations, les bases des colonnes, une rampe d'accès, etc. Et vous pouvez voir sur cette photo la différence entre le site tel qu'on peut l'observer aujourd'hui et sa recréation dans le jeu. Alors il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a quelques libertés qui ont été prises par les développeurs du jeu, dont bien sûr le but premier c'est bien de réaliser un jeu avec un gameplay jouable et pas de faire une reconstitution minutieusement historique. Cependant, ils se sont vraiment grandement basés sur les documentations existantes et ils ont demandé l'avis d'égyptologues et d'historiens pour réaliser leur décor et le résultat est assez intéressant. Par exemple est parfaitement représentée la rampe centrale d'accès qui part de l'avant-cour du temple et qui mène à la première terrasse. Alors de part et d'autre de cette rampe, on a un vestibule qui est donc séparé en deux par la rampe et dont le mur revêtu de calcaire arbore des reliefs représentant une campagne asiatique du pharaon et des scènes de navigation. On peut noter que cette configuration avec un vestibule coupé par une rampe sera repris à l'identique dans le temple juste à côté par Hatshepsut. Donc cette rampe, elle mène à la terrasse supérieure qui est située 12 mètres plus haut et sur laquelle on trouve la structure principale du temple. Alors pour ce qui est de l'organisation intérieure du temple, les développeurs du jeu ont pris beaucoup de liberté. En particulier avec cette immense salle qu'on peut voir maintenant, qui n'existe pas du tout dans le temple original parce qu'en fait, déjà on voit que c'est structurellement impossible parce qu'au-dessus de cette salle, il y a cette immense structure pyramidale et bien sûr une immense salle comme ça sans colonne, le plafond ne peut absolument pas soutenir une masse de pierre aussi énorme que ça.
Non, dans le temple original, en fait, il y a bel et bien une structure en pierre qu'on appelle le noyau central et autour duquel il y a un déambulatoire à colonnes. Mais bien sûr, ce noyau, lui, n'est pas accessible, c'est une masse pleine. Alors, ce noyau central, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a d'abord eu l'hypothèse de la pyramide, parce que ça reprend l'idée que Montuhotep voulait reconstituer un complexe pyramidal dans son temple funéraire. Donc on a naturellement pensé qu'il s'agissait d'une petite pyramide qui émergeait de la structure. Et c'est ce qui a été représenté ici dans le jeu. Mais des hypothèses plus récentes viennent contredire l'hypothèse de la pyramide, notamment parce qu'on n'a trouvé aucun vestige de parois inclinées. Selon les nouvelles hypothèses, ce noyau central, qui est entièrement détruit aujourd'hui, serait plutôt constitué d'un mastaba ou d'un tumulus de terre qui aurait été planté d'arbres et qui évoque la butte primordiale du commencement du monde. On continue la visite du temple avec des salles qui ne sont pas du tout modélisées dans le jeu, donc je vais vous les montrer sur plan. À l'ouest du déambulatoire, on trouve une cour dans laquelle a été mise au jour 6 tombes de femmes qui appartenaient à la famille royale. Alors il s'agit de 6 femmes qui sont décédées assez jeunes, elles avaient toutes entre 5 et 22 ans, et apparemment les indices semblent indiquer qu'elles sont décédées à peu près au même moment, donc sans doute le résultat d'un accident ou d'une épidémie. Mais la structure principale de cette cour, c'est l'entrée vers la descendrie qui mène à la chambre funéraire du roi. Dans cette chambre funéraire recouverte de granit rose et au toit conique, on a retrouvé une chapelle en albâtre qui devait contenir le cercueil du roi, ainsi que des modèles de bateaux, des cannes et des sceptres. Et pour terminer, au fond du temple, on trouve une grande salle hypostyle. Hypostyle signifie une salle à colonnes qui comporte 82 piliers dont les murs étaient décorés de scènes d'offrandes. Au fond de la salle, creusée dans la paroi rocheuse, il y avait une chapelle qui était consacrée à Amon. Voilà ce qu'il en est pour le temple funéraire de Montuhotep II. Pour la suite de la visite, on va faire un bond dans le futur de 600 ans vers la 18e dynastie et le règne de Hatshepsut, la femme pharaon. Alors même si ce n'est pas la seule fois dans l'histoire de l'Égypte pharaonique qu'une femme accède à la fonction suprême, ça vaut la peine de raconter l'histoire de Hatshepsut et de la 18e dynastie pour situer un petit peu cet épisode. Alors vers moins 1506-1504, le pharaon Amenhotep Ier, le deuxième souverain de la 18e dynastie, meurt sans héritier. Est désigné pour lui succéder un membre proche de la cour, mais qui n'est pas issu de la famille royale et qui monte sur le trône sous le nom de Thoutmôsis Ier. Lui et la grande épouse royale Ahmès ont une fille, Hatshepsut, née vers 1508 avant notre ère. Mais le problème est que le couple n'aura aucun héritier mâle, et l'aîné des garçons nés de Thoutmôsis Ier l'est avec une épouse secondaire, Moutnofret Ier. Alors qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est qu'en fait, cet enfant n'est pas né du couple de la grande épouse royale. Il était très commun à l'époque pour les pharaons d'avoir plusieurs femmes. Et comme les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants, bien sûr, cette filiation par le sang était très importante. Et il était considéré comme plus sûr et plus stable pour la pérennité de la dynastie de voir des enfants issus de la grande épouse royale succéder au pharaon. Il est donc décidé de marier Hatshepsut à son demi-frère Thoutmôsis, pratique courante au sein de la famille royale égyptienne, et ainsi légitimer ce dernier sur le trône du double pays. De leur union naîtront au moins une fille, Néferouré, mais de nouveau pas d'héritier mâle pour le trône d'Égypte. D'après ce qu'on en sait, il est probable que le roi Thoutmôsis II n'ait pas régné très longtemps. On trouve en effet très peu de récits de son règne et il est probable qu'il s'agisse de quelqu'un avec une faible condition physique et qui est mort assez jeune. Et ce, de nouveau, sans laisser aucun héritier mâle de la grande épouse royale Hatshepsut. Il est donc décidé de faire monter sur le trône un tout jeune enfant de 3 ou 4 ans, issu d'une épouse secondaire, Iset, et qui prendra le nom de règne de Thoutmôsis III. Thoutmôsis III étant bien trop jeune pour assurer les fonctions royales, c'est sa tante et belle-mère Hatshepsut qui assure la régence du royaume. Vers l'an 3 du règne du jeune Thoutmôsis III, et pour des raisons qui ne sont pas très claires, Hatshepsut décide de se faire couronner comme pharaon d'Égypte. Sans doute pour confirmer sa légitimité et assouvir ses envies de pouvoir. À partir de cette date, elle adopte une titulature royale complète avec comme nom de couronnement Maat Carré et se fait représenter sur les murs des temples, revêtue de l'habit masculin portant le sceptre et la barbe postiche. Elle règne ainsi une vingtaine d'années, assurant conjointement la fonction royale avec Thoutmôsis III et faisant systématiquement représenter les deux pharaons sur les constructions, ainsi que leurs deux titulatures. À sa mort, Thoutmôsis III reprendra seul les fonctions royales et dirigera l'Égypte pendant encore de longues années. Il donnera naissance à son successeur, Amenhotep II.
Dans les années qui suivent la mort de Hatshepsut, on tente de faire disparaître son nom en martelant son image et sa titulature sur tous les monuments qui la portent. Elle subit ainsi, pour des raisons qui ne sont pas totalement définies, une sorte de damnatio memoriae, mais qui n'est pas portée à son terme car on peut encore trouver à certains endroits l'image et la titulature d'Hatshepsut. Peut-être est-ce l'œuvre de Thoutmôsis III, aigri de s'être fait voler ainsi 20 ans de règne par sa tante, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs de cette hypothèse. Retournons maintenant à Deir el-Bahari pour la visite du temple d'Hatshepsut. C'est le temple le plus connu du site car c'est aussi le mieux préservé. C'est un des lieux les plus visités d'Égypte et une escale incontournable pour tout parcours touristique. Véritable chef-d'œuvre de l'architecture calcaire du Nouvel Empire, le temple de Hatshepsut s'inspire de son voisin, le temple de Montuhotep II, et présente une série de terrasses auxquelles on accède par des rampes, séparées de part et d'autre par des portiques à colonnes. Alors, comme on peut le voir sur ces photos comparatives, il est assez bien reproduit dans le jeu. Et pour ce qui concerne son aspect extérieur général, la principale différence est que sa première terrasse a été considérablement raccourcie et de ce fait la deuxième rampe présente une pente beaucoup plus abrupte que dans la réalité. Une autre différence est l'écartement des colonnes des portiques, qui est beaucoup plus grande dans le jeu que sur le temple original. Contrairement à ce qu'on pensait par le passé et qui est parfois encore répété par erreur, le temple de Hatshepsut n'est pas un temple funéraire, au sens où il n'a pas été conçu pour contenir la sépulture du souverain. Le temple de Hatshepsut est ce qu'on appelle un temple des millions d'années. Ce type de temple, apparu au Nouvel Empire, est toujours édifié sur la rive occidentale du Nil face à Thèbes. Outre le temple de Deir el-Bahari, on peut également citer le temple des millions d'années de Ramsès II, qu'on appelle aussi le Ramesséum, et celui d'Amenhotep III, dont la partie la plus visible qui subsiste aujourd'hui sont les fameux colosses de même nom. La fonction d'un temple des millions d'années est d'offrir un lieu de culte où le roi divinisé pourra être vénéré de son vivant et après sa mort. Le temple de Hatshepsut jouait également un rôle central dans la cérémonie de la Belle Fête de la Vallée, fête annuelle au cours de laquelle la barque sacrée contenant la statue du dieu Amon quittait le grand temple de Karnak, traversait le Nil et venait passer la nuit dans le temple de Hatshepsut ainsi que dans d'autres temples des millions d'années de la rive ouest. Le temple de Hatshepsut, comme celui de Montuhotep, comportait un temple de la vallée en bordure du Nil dont il ne reste pratiquement rien. De ce temple partait un canal, puis une allée pavée de 37 mètres de large, bordée de sphinx, menait au temple proprement dit. Dans la grande cour située devant le temple, se trouvait un jardin constitué de 2 bassins peu profonds, dont les abords étaient plantés d'arbres. Ces arbres, parmi lesquels on pouvait compter des palmiers et des perséas, ont été ramenés en Égypte à la suite d'une expédition au pays de Punt lancée par la reine, expédition qui est relatée par des scènes sur les murs du temple. Le premier portique est situé au fond de cette cour et est coupé par la première rampe. Sur les murs à gauche de la rampe sont représentés la taille et le transport depuis Assouan de 2 obélisques plus tard élevés par la reine dans le temple de Karnak. C'est d'ailleurs sur un de ces obélisques qu'on peut trouver l'inscription hiéroglyphique que j'ai traduite dans l'épisode 5 de ma série consacrée à la lecture des hiéroglyphes. Sur le portique à droite de la rampe, on peut trouver diverses scènes de chasse. La rampe en grès d'une longueur de 50 mètres nous amène à la première terrasse sur laquelle on trouve une nouvelle cour qui comporte un nouveau portique et 2 chapelles indépendantes, celle consacrée à la déesse Hathor à gauche et à droite la chapelle basse d'Anubis. La partie gauche du portique relate l'expédition au pays de Punt qui a entre autres permis de ramener les arbres situés dans la première cour. Sur la partie droite du portique, on trouve une scène très intéressante de théogamie dans laquelle Hatshepsut se présente comme la fille d'Amon. Cette manœuvre politico-religieuse avait bien sûr pour but de la légitimer sur le trône d'Égypte. Dans cette scène, on peut assister, comme dans une bande dessinée, à la conception d'Hatshepsut par Amon. Voici les différents tableaux de cette scène. Amon annonce son intention de doter l'Égypte d'un nouveau roi. Thoth lui recommande l'épouse de Thoutmôsis Ier, la reine Ahmès. Le tableau suivant représente l'union du dieu Amon et de la reine Ahmès. L'union sexuelle est pudiquement symbolisée par les 2 figures assises se tenant la main. Ensuite, Khnum, le dieu potier, modèle sur son tour Hatshepsut et son double. La reine est représentée comme un jeune homme car elle est prédestinée à devenir roi. La reine Ahmès, enceinte, est conduite vers le lieu de l'accouchement par Khnum et Eket. On voit ensuite la reine tenir le nouveau-né dans ses bras en présence de plusieurs divinités. Pour finir, Hatshepsut et son double sont présentés aux dieux d'Égypte.
En suivant le second portique vers le sud, une petite passerelle nous amène à la chapelle d'Hathor. Hathor, la déesse vache, déesse des festivités et de l'amour, peut être soit représentée sous sa forme animale, soit sous forme humaine, coiffée du disque solaire entre des cornes de vache. Cette chapelle, qui jouait ici un rôle funéraire, est composée d'un vestibule et d'une salle hypostyle, soutenue par de très belles colonnes à chapiteaux hathoriques, c'est-à-dire en forme de déesse Hathor. Au fond de la salle hypostyle s'ouvre une porte vers le sanctuaire proprement dit. À l'opposé du second portique, et faisant pendant la chapelle d'Hathor, se trouve la chapelle basse d'Anubis. Sa salle hypostyle comporte 12 colonnes à 16 faces qui sont toujours intactes. De part et d'autre, 2 niches sont consacrées à Ammon au sud et à Anubis au nord. Dans le fond de la salle, une porte donne accès à un vestibule suivi du sanctuaire. Il est maintenant temps d'emprunter la deuxième rampe et d'accéder au troisième niveau du temple. Le troisième portique constitue sans doute la partie la plus impressionnante de tout l'édifice. Il comportait à l'origine 22 statues osiriaques représentant la reine Hatshepsut adossée à ses piliers. Aujourd'hui, sur ces 22 statues, 8 sont encore intactes. Elle représente la reine sous la forme d'un Osiris momifié, les bras croisés sous la poitrine et portant la double couronne de Haute et Basse-Égypte. Elle tient dans ses mains différents symboles de pouvoir comme le sceptre, la massue ou le fléau. Au centre du portique, un portail de granit rouge donne accès à la troisième cour. Ce vaste espace ceinturé par une double colonnade couverte marque l'entrée dans l'espace le plus sacré du temple. En effet, il n'était accessible qu'à quelques initiés en des moments bien particuliers. Notamment lors de la belle fête de la vallée dont les différentes étapes sont représentées sur les murs de cette cour. Par l'architecture des lieux, on peut clairement distinguer 2 grands axes perpendiculaires. Le premier est l'axe processionnel, matérialisé par le trajet de la barque sacrée, depuis son entrée par le portail jusqu'au sanctuaire principal d'Ammon, où elle sera déposée. Le second est l'axe royal qui commence dans la chapelle mortuaire et se termine dans le complexe du culte solaire. Il symbolise la voie posthume par laquelle le roi ressuscité est accueilli dans le royaume des dieux. Depuis la cour principale, on peut accéder à différentes pièces ayant chacune un rôle spécifique. Derrière le mur sud se trouve le sanctuaire royal. Un vestibule donne accès à 2 chapelles, l'une dédiée à Thoutmôsis Ier, le père de Hatshepsut, et une seconde plus grande dédiée au culte de la reine pharaon elle-même. Cette pièce assurait les fonctions de résidence terrestre pour la reine pharaon divinisée. Malheureusement, il ne reste pas grand-chose des impressionnantes décorations qui l'ornaient jadis. On y a néanmoins retrouvé une très belle statue grandeur nature de la reine, aujourd'hui exposée au Metropolitan Museum de New York. Hatshepsut y est coiffée d'une aimesse, symbole de son pouvoir royal, mais elle s'est fait représenter sous les traits d'une femme, ce qui est assez inhabituel. On trouve également dans le sanctuaire royal la chapelle sud dédiée au dieu Ammon, où on voit la reine et son époux Thoutmôsis II faire des offrandes au dieu. Notons que toutes les représentations du dieu Ammon ont été martelées lors de la période amarnienne. À l'opposé de la cour, côté nord, se trouve le temple du culte solaire. On y accède par un vestibule à 3 colonnes dédié au pharaon Thoutmôsis II. Le temple proprement dit est une large cour à ciel ouvert laissant rentrer les rayons du soleil et pourvu en son centre d'un grand autel dédié à Réorakti. Sur le mur nord, un petit couloir mène à la chapelle supérieure d'Anubis. Enfin, depuis la cour principale, on peut accéder à une autre chapelle dédiée à Ammon-Ré. Il nous reste à explorer le sanctuaire principal d'Ammon,
véritable saint des saints de ce temple des millions d'années, et qui accueillait chaque année la barque sacrée contenant la statue du dieu lors de la belle fête de la vallée. Après des décennies de restauration, cette partie du temple a été rouverte au public en décembre 2017. Après avoir passé le portail datant de l'époque ptolémaïque, on accède au sanctuaire creusé dans la montagne. Il se compose de 3 pièces en enfilade, munies de niches latérales pour le dépôt des objets rituels. La première salle, la plus grande en taille, comporte une voûte et on trouvait en son centre un piédestal aujourd'hui disparu sur lequel venait reposer la barque d'Amon. Au fond de la salle, une porte encadrée par 2 statues osiriaques d'Hatchepsout donne accès à la seconde salle. Au-dessus de la porte, dans le tympan de la voûte, une petite fenêtre laissait passer les rayons du soleil à chaque solstice d'hiver, qui venait éclairer les représentations d'Amon et de Thoutmôsis III dans la salle suivante. La seconde chambre, également voûtée, servait à la purification rituelle de la statue d'Amon, alors que la troisième chambre servait au dépôt des offrandes. Voilà ce qu'il en est pour le temple des millions d'années de Hatchepsout. Nous allons maintenant nous intéresser au troisième et dernier temple dont nous allons parler dans cette vidéo, le temple des millions d'années de Thoutmôsis III. Bien que l'on ait très tôt remarqué la présence de traces d'une rampe d'accès située entre les temples de Montuhotep II et celui de Hatchepsout, le temple de Thoutmôsis III n'a été mis au jour qu'en 1962 par le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne de l'Université de Varsovie. Bien que plus petit que le temple d'Hatchepsout, il assurait globalement la même fonction. Il fut donc édifié sous Thoutmôsis III, co-régent et successeur de la reine pharaon, sur la fin du règne de ce dernier. En fait, lorsque Thoutmôsis III meurt après 54 ans de règne, le temple n'est probablement pas terminé et a été achevé par son successeur Amenhotep II. Le temple se dresse sur un promontoire situé plus haut que la deuxième terrasse du temple d'Hatchepsout, qui a été en partie creusée dans la falaise et en partie construite avec des blocs de calcaire. Les aménagements intérieurs du temple ne sont pas très bien documentés, et on peut dire qu'il consistait en une vaste salle hypostyle, suivie d'un sanctuaire composé de plusieurs chapelles. Le temple est probablement complètement détruit par un éboulement qui a lieu à la fin de la 20e dynastie, soit environ 250 ans après son achèvement. On peut d'ailleurs noter qu'à l'époque où se déroule le jeu, le temple de Thoutmôsis III est en fait détruit depuis environ 1200 ans. Sans doute les développeurs ont-ils pensé que ça gâcherait quelque peu le tableau. On constate également que le sud-est de la plateforme qui soutient les fondations s'est effondré et que des blocs du temple de Thoutmôsis III ont précipité sur celui de Montuhotep II situé en contrebas. Par la suite, les blocs du temple ont été partiellement récupérés pour servir à la construction d'autres édifices. Voilà, c'est avec ces quelques mots sur cet édifice plus mystérieux que se termine cette visite du site de Deir el-Bahari. Il me reste à vous dire que je n'ai pu qu'effleurer le sujet. Il y a de nombreux points de détail concernant les temples que je n'ai pas pu aborder, afin que la vidéo ne dure pas plusieurs heures. Si vous voulez aller plus loin et en apprendre un peu plus, je vous conseille fortement de consulter le site Égypte éternelle, qui contient une foultitude d'informations sur le site de Deir el-Bahari et sur beaucoup d'autres choses encore. Ce site m'a été très précieux pour réaliser cette vidéo, et il a vraiment servi de base pour mes recherches, donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil, je mets le lien dans la description. Donc, comme je le disais, il y a plein de choses dont j'ai pas pu parler concernant Deir el-Bahari. Notamment, j'aurais pu vous parler de ce jour où le cheval de Howard Carter, le futur découvreur de la tombe de Toutankhamon, s'est trébuché dans l'avant-cour du temple d'Hatchepsout, et où Howard Carter, en allant inspecter l'ornière dans laquelle son cheval avait buté, a découvert un passage de plusieurs centaines de mètres qui menait à une chambre funéraire située sous le temple de Montuhotep II. J'aurais aussi pu parler des dizaines et des dizaines de cavités rocheuses qui se situent dans les falaises qui entourent les temples et qui servent de tombe à des dizaines et des dizaines de personnes. Et notamment, la plus connue est la fameuse cache de Deir el-Bahari, dans laquelle Maspero a découvert à la toute fin du 19e siècle des dizaines de sarcophages royaux contenant pour certains les dépouilles conservées de certains des plus grands pharaons de l'Égypte antique, comme Ramsès II, Séti Ier et bien d'autres encore. Et bien quant à moi, je vais vous laisser et je vous enjoins à jeter un coup d'œil à la toute fin de la vidéo. Vous pourrez trouver toutes les sources que j'ai utilisées ainsi que tous les crédits et descriptions des images. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez la moindre question ou la moindre suggestion, je serai ravi de les lire et d'y répondre. Sur ce, on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.